Salut à tous, nouveau point crypto, un gros point à nouveau, pas mal de choses à dire sur le marché actuellement. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Déjà, je vais montrer comme d'habitude l'état de mon portefeuille en pourcentage. Je vais aussi vous expliquer comment accéder à cette information où je vais dévoiler mon niveau d'exposition sur les cryptos. Je vais donner les montants, je vais l'appuyer avec des impressions écran et donc j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo pour vous dire où est-ce que je vais dévoiler ça et de quelle manière. Je vais aussi faire un tour d'horizon des indicateurs, en tout cas moi les choses que je regarde au niveau de la crypto. Encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile, loin de là. Moi, je suis juste un investisseur qui vous explique ce qu'il fait, comment il le fait, comment il s'y prend. C'est certainement perfectible, j'apprends tous les jours, mais en tout cas, voilà, je livre mon expérience avec mes réussites et mes échecs. Et puis ensuite, à vous de l'utiliser pour venir nourrir votre réflexion, ou en tout cas peut-être la méthodologie que vous suivez pour prendre vos décisions. On va parler aussi de mon sentiment sur le marché, là à l'instant T, puisque je me suis posé à l'occasion de ce point crypto, où j'y ai encore une fois, en ce moment ça me prend pas mal de temps, ça m'a pris quasiment toute la journée hier, où je me suis demandé, ok, est-ce que j'estime que je suis suffisamment exposé aujourd'hui par rapport à ce que je vois sur le marché. Donc on va revenir sur ce sujet, je vais vous dire mon sentiment sur le marché. On va revenir sur cette question aussi de est-ce qu'on aura une high season à l'image de ce que l'on a eu lors des précédents cycles. On s'est posé la question hier dans ma communauté privée Youmento. On fait des points réguliers pour ceux qui sont exposés sur le marché crypto. Ça doit être 80% de la communauté. C'est quand même une communauté d'entrepreneurs, d'indépendants, de gens aussi qui sont investisseurs. Donc forcément, beaucoup sont exposés à la crypto parce que c'est le sujet chaud du moment et que c'est un endroit où on peut faire des gains vraiment substantiels. C'est une anomalie d'un point de vue historique à mon sens, quoi. Et on s'est posé la question de, ok, les gars, est-ce qu'on aura de nouveau une all season telle qu'on l'a connue lors des cycles précédents? Et donc je vais revenir sur cette question euh, en donnant mon sentiment et en me nourrissant aussi des échanges qu'il y a eu hier dans ma communauté privée. C'est un gros point, on voit qu'il y a une appétence en ce moment, puisqu'on était une vingtaine, on est à peu près 130 dans la communauté, il y en a beaucoup qui regardent les interventions en replay, et donc là 20 pour le point crypto, c'était pas mal du tout. Les risques aussi que j'identifie à l'instant T sur le marché crypto, voilà, j'en parlerai et ça c'est venu aussi nourrir ma décision sur la remise en cause de mon niveau d'exposition. Et puis donc tout naturellement, je finirai par dire ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que je vais faire. Voilà, comme d'habitude, je vous livre ça en toute transparence sur ma chaîne. Donc, alors avant de débuter, je fais un webinaire privé et gratuit qui aura lieu semaine prochaine. Là, on est le vendredi 16 février. Je vais sortir la vidéo dans la journée. C'est 11h46 au moment où je commence à tourner là à Maurice. Et semaine prochaine, je fais le vendredi 23 février à 20h30 heure française un webinaire où je vais livrer mes meilleures leçons d'investisseurs pour éviter en fait de faire des erreurs qui peuvent être extrêmement coûteuses à la fois en coût d'opportunité. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte d'une manière générale dans sa vie. Et aussi en coût tout court sur le capital que l'on va exposer. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Encore une fois, c'est gratuit. Alors, c'est limité en termes de places, 100 places maximum. Le lien est en description. Encore une fois, c'est gratuit. Je ne sais pas si je referai. On va voir si ça fonctionne. À noter aussi que je vais faire une offre spéciale uniquement pour les gens qui sont en live, présents pendant ce webinaire, pour dans la continuité en fait du webinaire, puisque voilà, je ne fais pas ça juste pour transmettre de la connaissance. Il y a aussi une petite idée derrière et ça vous savez comment je fonctionne, Moi je donne mes intentions. Donc l'objectif c'est pour éveiller les consciences sur cet aspect et je fais donc une offre spéciale sur mon programme Fast Track Investor. Uniquement, il y aura une offre uniquement pour les gens qui sont présents pendant le live. Donc si jamais tu veux en savoir plus, tu as le lien vers Fast Track Investor qui est en description de la vidéo et je t'invite à regarder le contenu de ce programme où en tout cas jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui l'ont rejoint m'ont fait d'excellents retours sur
celui-ci. Et voilà, semaine prochaine, je vais te donner pas mal de valeurs déjà pendant ce webinaire, des choses qui sont vraiment utiles, des choses qui m'auraient fait économiser de l'argent si j'avais eu ces informations, ces prises de conscience, ces retours d'expérience plus tôt. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui auront compris l'intérêt qu'il y a avec cette démarche et encore une fois l'importance qui est de s'éduquer sur ce domaine de l'investissement, vous aurez l'occasion d'aller plus loin si vous le souhaitez. Allez, on débute du coup le contenu, le concret de cette vidéo. J'aurais dû ma tête comme d'habitude et on va voir l'état de mon portefeuille à l'instant T. Donc, entre la vidéo que j'avais faite la semaine dernière, et je vais y revenir, et aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se sont passées. Je crois que la semaine dernière, quand j'ai fait la vidéo de Point Crypto qui est sortie le mercredi, me semble-t-il, j'étais, je crois, à plus 33% ou plus 30%, un truc comme ça, en termes de plus-value, même si, en fait, dans les faits, je suis plutôt à x2, dans le sens où je suis reparti de zéro sur ce portefeuille. Alors ouais, c'est discutable dans le sens où j'ai eu un hack et j'ai perdu de l'argent. Donc bon, on s'en fiche, mais en tout cas, à partir du moment où... sur ce portefeuille, au moment où je me suis remis à tracer, où je suis reparti de zéro, donc là, par rapport au 5 juillet, très exactement, je suis à plus 56% sur ce portefeuille. Donc voilà, exposition Bitcoin, comme vous le voyez, 24,69%, 23,55% Ethereum, donc j'ai à peu près la moitié du portefeuille qui reste exposé sur les deux majeurs Bitcoin et Ethereum. Le Link qui a bien performé, donc je suis à 6,20%. Je l'avais dit la semaine dernière, j'avais rééquilibré en vendant du Link pour racheter du Bitcoin parce que le Bitcoin était un petit peu sous-pondéré par rapport à ce qui était prévu sur le niveau de répartition de mon portefeuille, puisque je le rappelle, j'ai un niveau de répartition que j'ai défini, j'en ai parlé dans plein de vidéos précédemment sur ma chaîne. J'ai un niveau de répartition donc, qui est défini au niveau de mon portefeuille et ce que je fais, c'est à peu près tous les mois, je fais un rééquilibrage, je dis, voilà, par exemple, le Bitcoin, il doit être à 25% de mon portefeuille, là, il est à 30%, j'en vends et je vais racheter des cryptos qui sont sous-pondérés dans celui-ci par rapport, encore une fois, à la clé de répartition qui est prévue. Donc du XRP, toujours le XRP. Aptos, alors XRP, il y a eu des news par rapport à ça, ils font une acquisition. Voilà, ce qui je pense peut-être aussi expliquer le fait qu'il ait réaugmenté avec le marché. Enfin bon, c'est toujours un peu compliqué d'aller trouver des raisons aux baisses ou aux montées des marchés. Voilà. Après, il y a beaucoup, à mon sens, de psychologie et les news sont plus des catalyseurs de ces éléments psychologiques parce que on le voit bien en phase haussière, les mauvaises nouvelles sont minimisées, les bonnes nouvelles sont exacerbées. Et puis de la même manière, en phase baissière, c'est les mauvaises nouvelles qui sont exacerbées et les bonnes nouvelles où on a tendance à les minimiser. Donc Aptos, Matic, AAV. Comme vous allez le voir aussi, j'ai rajouté des cryptos sur la thématique IA dans mon portefeuille. Je l'ai fait dimanche. De la même manière, j'en ai parlé dans mon Telegram où là je livre, vous avez le lien en description si vous voulez le rejoindre. On est à peu près, je sais pas, pas trop loin de 300 il me semble. Où je partage des trucs du quotidien, des choses que je fais plus en temps réel, des pensées, des moments de vie personnels aussi. Voilà, donc c'est plus pour des trucs voilà, d'ailleurs je crois que je l'ai appelé Daily Cédric ou Daily Lumento, donc des partages de tous les jours. Et vous y trouvez à la fois des trucs d'investissement, d'entrepreneuriat et des trucs aussi assez perso de mon côté. Voilà, du Polkadot, du Solana, du Atom, vous voyez là les pourcentages qui sont associés du Vium, du BitGet Token qui, je remercie Loïc qui m'en avait parlé il y a un an. J'ai envoyé d'ailleurs un message sur WhatsApp hier. C'est quelqu'un qui est dans ma communauté privée, qui vit à Maurice, qui est juste à côté. On avait... je crois que c'était la semaine dernière où on avait pris le petit déj ensemble, où je lui ai dédicacé d'ailleurs mon livre. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi Loïc de l'avoir acheté. Et donc le BitGet Token, c'est lui qui m'en avait parlé. Donc c'est pour cette raison que je suis exposé. J'avais regardé le projet, je me disais ah ouais, il y a un truc intéressant. Et bon il s'est mis à pousser dernièrement de manière assez violente. Ensuite, ça reste quand même un petit pourcentage de mon portefeuille. Fetch AI, AKT, du Dogecoin, toujours du Render.
Donc je pense que pour ceux qui s'intéressent à la thématique IA sur les cryptos, vous commencez à reconnaître certains noms dans ce portefeuille du Bitcoin Cash dans la catégorie shitcoin. C'est discutable, hein, mais voilà, c'est mon interprétation pour moi du Bitcoin Cash, en tout cas ma vision de celui-ci. Du AGX, du Lido, du CRO, du Swissborg, et puis après quelques... Voilà, là on tombe dans les restes en fait qui traînent du précédent bull run. Il y a juste le Elrond où j'en ai pris parce que j'ai du TADA. Voilà, le projet des frères Simonin. Je remercie vivement mon associé Nathan Benchimol qui m'a permis de rentrer, puisque lui en fait il connaît très bien les frères Simonin. Il a bossé sur, je crois que le nouveau nom de leur boîte maintenant c'est Meria. Il continue de travailler activement avec eux. Il est très connecté d'ailleurs dans l'écosystème crypto. Nathan, il a une boîte qui s'appelle Nomix, où j'ai investi d'ailleurs dedans. Et c'est lui qui m'a permis en fait d'avoir un petit slot sur le TADA. Mais à l'instant T, je crois qu'on est à x10 sur le cours actuel. Alors, faut rester prudent, hein. J'ai du vesting, il y a 24 mois de vesting. Donc comme quoi, ils ont, je trouve, plutôt bien pensé la tokenomics dans le sens où voilà, ça évite d'avoir un effet dump du token dès que celui-ci commence à être listé. Il y a beaucoup de news à venir aussi sur TADA. Vraiment, je vous invite à vous intéresser au projet. Alors, c'est mon avis, je suis exposé dedans, donc bon, j'ai pas un niveau d'audience qui fait que ça va influencer le cours, à mon sens. Mais intéressez-vous-y parce que je pense qu'il a vraiment encore un gros potentiel de hausse. C'est un truc sur lequel je crois que je peux arriver à un x50, x100. On verra. On verra. Voilà. Donc, pari spéculatif. Et la raison pour laquelle j'ai du Elrond, je vais y arriver, c'est que si c'était nécessaire d'en avoir pour pouvoir en fait recevoir mes tokens. J'en ai pas encore reçu, je vous le dis. J'ai juste préparé en fait ce qu'il faut pour pouvoir avoir les tokens puisque j'ai un vesting de 24 mois et qu'il y a un déblocage de 4% tous les mois pendant 2 ans. Donc voilà, pour ça, à prendre avec des pincettes pour l'instant. La plus-value latente qui, de toute façon, je ne peux pas matérialiser. Mais a priori, ça devrait être une jolie opération. Voilà pour donc l'état de mon portefeuille. Et donc on y arrive au montant de mon exposition sur le marché crypto. Ce n'est pas quelque chose que je vais dévoiler dans cette vidéo, c'est quelque chose que je dévoilerai dans ma liste email privée. Donc, je pense que je vais le faire dans une semaine. Voilà, on est le vendredi 16 février, je pense que je vais le faire le vendredi 23 février. Peut-être que par la suite, je referai un mail où je donne des informations, que je donne cette information. Peut-être que je ferai un suivi dans ma liste email privée sur cet aspect-là. J'aimais bien en fait cette transparence que j'avais sur ma chaîne il y a de ça quelques années quand j'étais dans le marché crypto. Je trouvais ça rafraîchissant de pouvoir dire des chiffres, les donner. Je suis revenu, j'ai fait un pas en arrière par rapport à ça ces dernières années, ces derniers trimestres, parce que ça avait occasionné certaines conséquences dans ma real life. Voilà, c'est pas juste des commentaires en ligne, etc. Mais des gens qui étaient dérangés par les chiffres, qui du coup avaient des réactions un peu bizarres, voire même parfois un peu d'agressivité. Donc j'ai décidé de faire plus attention à ça, notamment pour ma famille. En fait, moi c'est une chose, mais c'est avant tout pour ma famille. Je tente une expérience d'un entre-deux. Dans ma liste email privée, j'ai des gens qui je pense que c'est les plus fidèles en termes d'audience. C'est des gens qui me suivent avec une haute qualité. Je le vois en termes de taux d'ouverture, de taux de clic sur les emails. Et j'ai envie de partager ça avec ceux qui me suivent. Donc, si c'est déjà un truc qui t'intéresse, si tu as envie de savoir plus sur moi, d'avoir plus d'informations, je t'invite à rejoindre cette liste email privée. Tu auras le lien qui est en description. De la même manière, comme pour toute liste email, tu as la possibilité de te désabonner à tout moment. Je partagerai ça donc, je pense, vendredi de la semaine prochaine. Et de manière à aussi bien viser la qualité de l'audience, je pense que je vais aussi rajouter un critère de taux d'ouverture par rapport aux mails précédents que j'aurais pu envoyer. Je vais envoyer des emails au préalable et je pense que je vais envoyer cet email où je dévoile le montant de mon exposition crypto avec des impressions d'écran à l'appui. Voilà, en tout cas pour les choses qui me semblent pertinentes de partager.
je fais toujours attention aussi à l'aspect sécurité, je pense que vous le comprendrez aisément, eh bien, j'associerai en termes de destinataire de ma liste email privée les gens qui auront aussi ouvert les mails de la semaine de manière à voilà, toucher les gens qui vraiment s'intéressent à ce que je fais et qui ne sont pas juste là pour un aspect purement voilà, curiosité qui peut peut-être être pour certains malveillante. Voilà, je n'espère pas. Hein. C'est Jean-Marie Corda qui dit que voilà, quand tu as 10 000 personnes qui te suivent, tu en as forcément un dans le lot qui est complètement taré et qui veut te buter. J'espère sincèrement qu'il se trompe. Voilà pour donc le montant de mon exposition. Encore une fois, hop, liste email privée. Le lien est en description. Allez, les différents indicateurs. Ça va être une partie hyper intéressante. Ok, le Bitcoin, bien sûr. Donc, vous avez vu, moi, j'ai fait une vidéo que j'ai sortie semaine dernière. Et ce que je vous partageais... donc voilà, pareil, moi quand les ETF étaient sortis, je vous l'avais dit sur ma vidéo, je vous avais dit ok, alors c'était un plan qui était bien anticipé, j'ai vendu 30% du portefeuille en mode je sécurise une partie, et aussi parce que pour moi la sortie des ETF était un événement qui pouvait se traduire par un vrai pivot sur la tendance haussière du Bitcoin. Ce qui était très attendu, c'était de voir l'appétence qu'il y aurait sur ces ETF. Il y avait quand même un gros point d'interrogation sur ce sujet-là. Moi-même, j'avais du coup fait les projections en mode, ok, si les ETF sont refusés, moi-même je m'étais imaginé, si les ETF sont un échec, ça sort et en fait personne n'en veut. Donc j'avais aussi formulé ce plan par rapport à ces différents scénarios. Alors dans tous les cas, en fait, à mon sens, j'aurais eu raison. J'étais à l'aise avec ça, c'était mon scénario, mon plan. Encore une fois, je ne vous dis pas de faire un copier-coller sur ce que je fais. Hein, c'est vraiment la méthodologie que je partage et la manière dont je réfléchis. Et il faut vous poser, vous prendre le temps et de faire des scénarios. De vous dire, ok, s'il se passe ça, je fais quoi? Alors je sais, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande des efforts. Mais écoutez, je ne connais pas un seul investisseur à succès qui ne fasse pas ce type de travail, planification stratégique. Voilà. Donc, derrière, poum, c'est tombé. Et puis, moi, je pensais que, sincèrement, alors, ouais, c'est ça, c'est sorti. Je pensais que ça descendrait plus bas. Voilà, autour des 34 000, 36 000. Si je raffiche, je crois que je ne sais pas si c'est sur ce graphique, non, c'est sur l'autre. Voilà, j'avais mis un retracement de Fibonacci et j'avais dit, ok, bon, là, il y a un premier. Il y a un premier niveau de retracement, ok, premier niveau ici, et puis potentiellement ça peut descendre par ici autour des 36 900. Voilà, c'était à peu près ma zone. Donc, de mémoire, je l'avais partagé, je ne me souviens plus exactement, après c'est du détail, mais bon, enfin, dans ces zones-là, en tout cas, pour ma part, j'ai fait un premier rechargement. Et semaine dernière, donc, je disais, on était par là, avant que ça se mette à pousser très fort, je me disais, ça a quand même racheté très vite. Je vous montre en weekly quand même le graphique. C'était en weekly particulièrement. Voilà. En weekly, je vais enlever. Non. Voilà, enlever ça. En weekly, en fait, on avait une mèche basse quand même particulièrement longue et on voyait que la force acheteuse était quand même sacrément impressionnante sur le marché, sur le Bitcoin. Et donc, semaine dernière, je m'étais dit, donc on était déjà remonté, je crois qu'on était autour des 42, 40K, je me souviens plus exactement, mais je m'étais dit, et je vous avais dit, bon, on est quand même, il y a quand même une force acheteuse qui reste vachement présente. Je me demande si on va pas en fait. Alors ouais, ça avait commencé déjà à rebondir. Et donc sur le scénario de revenir vers les 34-36K, j'étais de plus en plus dubitatif. Moi, je suis réarrivé à un niveau d'exposition par rapport aux 30% que j'avais de faire sortir. J'ai refoutu 50%. Voilà, globalement. Jusqu'à en fait j'ai mis encore quelques cartouches du coup dimanche, mais dimanche voilà j'étais arrivé à 50% de ce que j'avais rentré. Et semaine dernière quand j'ai fait la vidéo, je crois que j'étais à 40% de ce que j'avais sorti. Voilà, donc bon, il me reste quand même une cartouche en réserve pour si on a une correction importante. Est-ce qu'on aura une correction de 30%? Je vais y revenir dessus, mais on a quand même une force acheteuse qui est sacrément impressionnante et on a des éléments factuels qui font que ça pousse très fort. Et je vais y revenir un peu plus loin. C'est des éléments qui sont vraiment importants
Ça, c'est des trucs où je vais en parler là, sur notamment la partie indicateur. Voilà, mon sentiment au niveau du marché et les choses que je vois et qui viennent nourrir mes réflexions. Donc au niveau du Bitcoin, bon, bah, on a une force acheteuse qui est quand même puissante. Là, bon, on vient taper sur cette zone-là. Si on prend le... Alors le RSI, effectivement, est haut. Mais il peut encore pousser, on le voit ici par exemple, ça avait poussé encore plus fort. Je n'exclus pas la possibilité, voilà, je l'avais noté ici, voilà, qu'on vienne sur les 53 271. Alors pourquoi ce niveau-là? Tac, ça c'est par rapport à l'historique donc d'évolution du prix au niveau du Bitcoin. Alors c'est le bordel sur mes graphiques, désolé. Le bas de ce niveau ici qu'on avait travaillé par là, qu'on avait encore travaillé par ici. Donc, et même d'ailleurs, vous le voyez ici, ici, ici. Donc, voilà. Encore une fois, je le redis, hein, je ne suis pas un expert de l'analyse technique. Moi, je me concentre toujours sur 20% de compétences qui me donnent 80% des résultats. Donc, il y a certainement, il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi en analyse technique. Moi, je suis sur des choses assez simples sur les graphiques. Je ne fais pas du Ishimoku, des trucs comme ça. Bon, voilà, moi, je vois que là, il y a un niveau, en fait, de résistance. C'est ce que je vois. Donc, je me dis que d'un point de vue au niveau du Bitcoin, il peut très bien pousser encore jusqu'à ce niveau-là avant de taper dessus pour nous offrir quand même une correction. Parce que, bon, d'avoir une hausse en ligne droite complète, alors on le voit pendant un moment, mais au bout d'un moment, forcément, il y a des gens qui prennent leur profit et c'est normal et ça corrige. Donc là, on est en train de taper. Alors on peut très bien latéraliser, hein. C'est ça que je veux dire aussi. On peut très bien latéraliser un moment et d'ailleurs consolider en mode un peu hausse comme ça avant de refaire une poussée, recorriger, mais on aura une correction. Après, concrètement, on a là pour l'instant des corrections qui sont autour de... qui restent moins fortes que ce que l'on a pu connaître, notamment lors des derniers cycles, lors du dernier cycle de 2020-2021. Donc là, on a eu moins 21%. Bon, moi, mon postulat pour l'instant, c'est qu'on n'aura pas forcément des corrections plus fortes parce qu'il y a une force acheteuse, encore une fois, extrêmement puissante. Et parce que c'est corrélé à des éléments de narratif, à des choses qui se passent concrètement sur le marché, sur le Bitcoin, et ce qui ruisselle aussi au niveau de la crypto. Et je vais y venir un peu plus loin dans la vidéo. Bon allez, voilà pour le Bitcoin. Qu'est-ce que j'avais prévu de regarder après? Voilà, les ETF, c'est vrai. ETF, ça c'est un truc intéressant. Alors j'aurais peut-être dû le ranger dans l'autre partie, mais on s'en fiche. Ça c'est marrant. Transfert des ETF Gold vers ETF BTC. Alors moi-même, en fait, j'ai eu cette réflexion dans le cadre de ces questionnements sur est-ce que je devrais renforcer, me dire, ouais, est-ce que je devrais pas sortir ce que j'ai en Gold et le foutre en fin de compte sur le Bitcoin. Donc c'est marrant, hein. Et ça, c'était avant d'avoir vu cette news. L'or est-il en train de souffrir de la montée en puissance du Bitcoin? Voilà. On voit qu'on a les ETF Gold qui baissent avec les ETF Bitcoin qui montent. C'est vraiment intéressant, notamment d'un point de vue narratif, mais ça, je vais y revenir un peu plus loin. La dominance du Bitcoin. Donc, comme vous le voyez, moi, j'avais tracé cette droite de tendance. J'avais basé ma stratégie là-dessus en me disant, je reste surexposé sur le Bitcoin tant que, en fait, on passe pas en dessous. Quand on est passé en dessous par ici, hop, j'ai réalloué une partie de ma surexposition sur le Bitcoin sur les alts. Alors derrière, ça a repoussé très fort sur le Bitcoin. J'ai pas bougé, je préférais attendre. Et puis, en me disant, c'est potentiellement aussi tout l'attrait sur les ETF qui vient provoquer ça. Bon, a priori, c'est ce qui s'est passé. On est repassé en dessous de la droite de tendance. Et là, on est remonté, effectivement, avec le Bitcoin qui a pas mal poussé. Et vous le voyez, on vient en quelque sorte retester cette droite de tendance, alors qui est dessinée certainement d'une manière très imparfaite, hein, mais ça donne une idée en tout cas, et on voit qu'elle n'est pas déconnante, hein, puisque là, on s'en est rapproché à nouveau, et puis on est en train de repartir à la baisse, donc là, c'est un peu d'indécision, on va voir. Mais moi, je table là pour qu'on ait peut-être une phase de latéralisation sur la dominance du Bitcoin, et potentiellement après une baisse. Voilà. On verra bien si je me trompe, mais l'exposition de mon portefeuille que je vous ai livré tout à l'heure est aussi en corrélation avec ce postulat. Comme d'habitude, je dis ce que je fais, même si je peux me tromper. Google Trend. Alors ça, c'est super intéressant au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'intérêt du retail sur le Bitcoin.
et la crypto en général. Donc déjà, au niveau de Google Trends, bon bah on le voit là, donc ça c'est le graphique en fait des recherches associées au mot Bitcoin et crypto sur les 5 dernières années dans le monde entier. On voit que donc on a eu là un gros pic, c'était alors en 2019. Ce qu'on voit surtout, c'est que bon bah ok, il y a un surcroît d'intérêt, mais qu'on est encore très très loin du pic. Voilà, on est approximativement là où on était en décembre 2020. Là où en fait ça s'est mis à pousser très fort sur les mois qui ont suivi, ensuite de janvier à mai 2021. Donc ça, c'est plutôt bon signe en fait d'avoir à la fois une force acheteuse, voilà, que j'ai évoqué tout à l'heure, et en fait encore un désintérêt du retail. Ça laisse penser qu'on a vachement de marge. Bon, ça c'est au niveau de Google Trends. Qu'est-ce que ça dit au niveau, là, donc c'est sur The Block, au niveau de ce qui se passe sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Alors, les volumes de tweets, voilà, sur Bitcoin, Ethereum, bon, on voit que du côté de Bitcoin, on est quand même à un niveau qui est assez élevé du côté de Twitter. Ça... Il y a pas mal de... Ça bouge pas mal, quoi. Il y a pas mal d'activités. Ensuite, sur le reste, bon, les nouveaux followers sur Twitter des exchanges crypto, ok, bah, c'est pas extraordinaire, quoi. Comme vous voyez, on est très très loin des plus hauts. Au niveau des followers sur les Layer 1, alors Layer 1, c'est genre Ethereum, sur donc sur Twitter, pareil, on a une augmentation de l'activité, mais on est loin encore des plus. Au niveau des services de recherche, de data, bon, bah, comme The Block Pro, Messari, Conmetrics, Sentiment, bon. Là, on a de l'activité plus élevée aussi parce que, bah, forcément, c'est les plus initiés qui, là, aujourd'hui, sont plutôt dans le marché. En tout cas, moi, c'est ce que j'estime par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je peux entendre aussi autour de moi, parce que pour ma part, j'interroge aussi les gens, notamment dans ma communauté, hein, c'est des questionnements qu'on a entre nous quand on fait notamment les points vidéo crypto comme hier, ou aussi dans le Slack, ou aussi maintenant dans Fast Track Investor, de demander, ok les gars, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Est-ce que Tata Simone, Tata Jacqueline pour petite dédicace à Fabien Blott et Alexandrov. Est-ce que eux aussi parlent du Bitcoin ou est-ce que pour l'instant vous n'avez pas encore des appels de gens gérés lambda qui ne s'intéressent que de loin au marché et qui sont en mode ah il y a peut-être un ticket de loto à prendre, voilà. Donc pour l'instant ça reste très limité de ce côté-là. Ce qui est, encore une fois, pour moi, bon signe, parce que c'est-à-dire qu'on a de la marge en termes de hype sur le marché. Donc, voilà, pour là, au niveau de Data and Research, on voit qu'on est quand même sur des niveaux qui sont élevés, mais qui ont encore bien de la marge. Et c'est assez logique parce que bah, c'est plutôt des initiés au marché qui s'intéressent à ce type d'informations et de comptes sur Twitter. Bon, voilà aussi, là, sur... les followers sur les services populaires, CoinGecko, Trust Wallet, Cointelegraph, etc. NFT Marketplace. Alors ça c'est intéressant qu'on a vu un petit pump là en janvier. C'est un peu redescendu. Bon voilà. Moi je suis assez content d'ailleurs. Le projet ArtTrade, il y a des belles choses qui se passent. J'avais donné l'opportunité au membre de ma communauté d'investir dedans et il y a de ça 2 ans, à la fois en private equity et ainsi, du coup ça nous avait donné en token, voilà, on avait eu des tokens et des parts de la boîte. Et bah, je sais que on est là aujourd'hui, on est en gain. Hein. On est en gain, en tout cas à la fois sur la partie private equity. Je ne peux pas rentrer dans des éléments de détail. Mais en tout cas, moi je suis clairement en gain avec une partie des gains qui sont sécurisés. Et sachant que j'ai encore quasiment tous mes tokens. Et donc, sur ArtTrade, eh ben, on a des choses plutôt intéressantes en termes de com, en termes de pivotage sur le projet. Bravo Paul, si jamais tu passes par là, qui est Paul Webel, qui est aussi dans ma communauté privée Youmento. Bravo pour le pivotage, bravo pour la communication qu'il y a autour. Et puis ben, on a du coup un token qui reprend de la valeur. Ils ont fait vraiment, je trouve, un beau boulot sur la plateforme arttrade.app. Ça prend une belle direction. Au niveau des NFT, je vois aussi, moi, par rapport à notamment ArtTrade qui est complètement lié au NFT, qui a un truc intéressant là-dessus. Les R2 Solutions, là, ben, un peu plus de... On est sur des choses qui sont moins visibles, on va dire. Donc bon, bah, c'est aussi pour ça qu'on a un volume de tweets. Puis on a moins de recul, hein, comme on le voit forcément, vu que les Layer 2 c'est plus récent. Alors là, sur
Wikipédia page Bitcoin, c'est vraiment, c'est encore très très bas. Les influenceurs sur YouTube, bon, on a quand même, on voit quand même une augmentation. Alors j'ai pas fait all, ouais, voilà, je me disais aussi, tiens, c'est bizarre ces chiffres. Ouais, non, on est encore loin des plus hauts. Nombre de vues sur les vidéos d'influenceurs crypto, de gens qui produisent du contenu sur la crypto. Là aussi, on voit qu'il y a encore de la marge. Donc voilà, bon, l'ensemble des indicateurs sociaux. C'est voilà, ce que ça nous dit globalement, c'est qu'il y a encore bien de la marge pour le retail. Ah oui, il y a flux de liquidité sur les stablecoins. Ça, c'est hier, on en a parlé là dans donc le point crypto de ma communauté Youmento, et c'était assez. Ah non, ça c'est le BGB. C'est pas ça que je voulais mettre. Désolé. C'est ça que je voulais mettre. Voilà. La supply au niveau des stablecoins, où on voit eh bien, qu'il y a une franche augmentation depuis octobre 2023. Et là aussi, hein, il y a encore de la marge, hein, les gars. Il y a encore sacrément de marge. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Et puis, on avait vu aussi ce type d'augmentation de la supply hein, précédemment lors du précédent cycle. Donc bon, assez intéressant. Forcément le total market cap sur les cryptos qui augmente aussi. Et voilà pour la partie indicateur. Donc, so far, plutôt des choses positives. On peut très bien là se prendre quand même une correction au niveau du BTC, mais pas certain qu'elle soit si profonde que ça. Ah oui, l'appel au like, aux commentaires, au partage de vidéos. Je viens mendier de la visibilité. Donc voilà, si tu apprends quelque chose, si tu trouves mes vidéos utiles, eh bien partage-les. C'est le meilleur moyen de me remercier, de mettre un petit like, un petit commentaire. C'est pour l'algorithme YouTube, le classique. Voilà, tout le monde me demande ce genre de truc. Je le fais aussi, puisque ça fonctionne de demander tout simplement. D'ailleurs, est-ce que j'avais prévu un mot du jour? Ah non, je suis toujours laissé. Là, vous savez quoi? En termes de mots du jour, on va. J'ai partagé dernièrement. J'ai eu la joie de trouver au milieu de la nuit, ou en début de soirée, dans ma maison ici à Maurice. Je marche sur un des tapis et puis je vois à la fois une araignée et un scorpion, les deux côte à côte. J'ai publié les photos. Et puis ça a été la petite bataille du soir pour arriver à buter les deux, quoi. Parce que ça va vite, saleté. Hein. Et donc, vous savez quoi, le mot du jour, ça va pas être chat, ça va être scorpion. Voilà. Si vous arrivez à foutre ça dans les commentaires, ça peut être marrant. Allez, on continue. Mon sentiment donc global sur ce marché. Bon, ça j'ai dit grosse force acheteuse. On a une convergence de dispositions positives. En fait, après avoir fait ce gros point, je me suis dit, mais en fait, ça me rappelle ce moment, octobre-novembre 2020, où je m'étais posé, je me disais, mais est-ce que c'est pas là, aujourd'hui, l'instant le moins risqué de toute l'histoire des cryptos? Et c'est exactement la question que je suis en train de me poser là depuis hier, sur laquelle je gamberge. En fait, factuellement, je trouve pas mal de choses pour me dire que oui. Donc, au niveau des ETF, déjà, voilà, on a l'énorme news. C'est quand même un changement. Hein, et en termes de manière dont on peut voir le Bitcoin, de perception psychologique des cryptos, d'une manière générale, la sortie des ETF, la consécration de l'acceptation de la finance tradie, la mise aux dispositions, eh bien, comme les ETF Gold, etc. C'est une vraie... Et puis, c'est un truc qui est attendu depuis longtemps. Hein. Et je vous invite à... Alors, ça, c'est un article que j'ai lu sur Unchained. Voilà, How ETF Inflow Could Shape Bitcoin Price Trajectory. Donc, concrètement, en clair, pourquoi ça pourrait... alors, shape, je suis pas sûr de la traduction, mais en clair, comment ça pourrait booster, en fait, l'évolution du prix du Bitcoin. Voilà, à noter qu'il y a ces deux passages que j'ai extraits de cet article pour pouvoir vous les lire. Donc, mardi, alors cet article est sorti, il est tout récent, hein, 15 février, on est 16 février, donc c'était hier. Voilà, vraiment très récent. Mardi, donc le mardi dernier, les ETF Bitcoin ont vu 630, rien que le mardi, hein, 631 millions net d'inflow rentrés dans les ETF. C'est énorme. Plus que 12 fois le montant de Bitcoin
que la blockchain produit. Une journée, il y a en fait une demande qui est 12 fois ce que la blockchain Bitcoin produit. Et ça, c'était mardi. On a le halving qui arrive. Hein. Deuxième point. Bah voilà, the supply shock from the halving copes with the fact that many financial advisors can only start selling. Alors, je vais vous épargner mon accent anglais qui est très perfectible. Concrètement, ce qu'il est en train de dire, c'est que bah là, déjà, on a un choc de demande sur les ETF Bitcoin. Et ils disent, bah, en fait, la plupart des conseillers en finance ne peuvent commencer à vendre un nouvel ETF que après 90 jours de trading. Donc ça veut dire que là, sur dans 60 jours, à peu près, approximativement, un peu moins, il y a plein de conseillers financiers qui pourront commencer à parler à leurs clients des ETF Bitcoin. Et que ça pourrait en fait générer une hausse encore plus importante de la demande. J'ai trouvé ces deux points particulièrement intéressants. Ensuite, je vous montre aussi, sur Blockwork. De la même manière où il parle en fait de l'inflow sur les ETF qui est extrêmement important. Ça vient encore nourrir mon propos par rapport à ça. Ok, ensuite on a, ce que j'ai évoqué, le côté adoption de masse où c'est rentré dans la finance tradie et c'est une certaine consécration, acceptation de la crypto. Alors on a toujours quelques voix qui sont en mode c'est un Ponzi, nanana. Enfin voilà, les conneries classiques. Voilà. C'est pour uniquement la pédophilie, ça finance le terrorisme. Il y en a toujours hein, des voix qui s'élèvent comme ça, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Hein. Ça reste, c'est maintenant, commence, j'ai l'impression à les considérer surtout les gens qui disent ça comme les illuminés, quoi. Une protection de valeur, et ça, voilà, le narratif protection de valeur, avec notamment le transfert des ETF Gold vers les ETF BTC, a priori. Hein, ça, c'est un postulat, ce n'est pas une affirmation, mais je suis biaisé parce que moi-même, j'ai eu cette réflexion. Les taux qui sont encore hauts, et d'ailleurs, je crois que ça date, je crois que c'est hier. Hein. Core Retail Sales en dessous des attentes, ce qui veut dire ralentissement au niveau des ventes. Ça, c'est un élément positif qui va en faveur, vient alimenter le moulin en quelque sorte, les arguments du côté de la Fed pour stagner les taux ou voire même les baisser. Voilà. Donc des taux encore hauts. Sachant que il y a aussi les élections américaines et que habituellement ce que l'on peut voir c'est une favorisation effectivement des marchés par le gouvernement notamment en place de manière à servir aussi son argument d'élection en disant regardez les marchés vont bien hein, grâce à moi réalisez-moi. Une forte résilience donc au niveau du Bitcoin hein, franchement moi ça ne cesse de m'impressionner la force acheuse qu'il y a et les corrections qui restent très limitées. Le narratif, en tout cas le discours autour de l'énergie qui commence à changer. Regardez sur la tribune, voilà, pourquoi le minage, la tribune quoi, enfin, on est quand même, alors ça reste quand même un média orienté plutôt économie, mais c'est quand même un grand média, à mon sens, et qui dit pourquoi le minage de Bitcoin peut accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Et c'est pas le seul article que j'ai vu là-dessus. C'est pas le seul endroit où j'ai vu que ça commençait à parler du Bitcoin comme un outil en fait d'ajustement. Je crois que c'est aussi Grand Angle hein, qui en parle pas mal, notamment avec le Texas, où vraiment ils sont en train en fait, d'attirer à eux des fermes Bitcoin parce que pour eux c'est un outil de réajustement du réseau électrique. Extrêmement intéressant. Donc là aussi, convergence positive. Même sur l'aspect énergie, on dit ça pollue, c'est pas bien, etc. Il y a des choses qui sont en train de changer. Le halving à venir, hein, on a une force acheteuse et on n'a même pas encore le halving qui est survenu. Sachant que couplé avec le fait que les 90 jours de trading sur les ETF et encore la masse qui est out du marché, qui ne s'y intéresse pas, comme on l'a vu sur les indicateurs réseaux sociaux. Moi j'aime bien dire, je base ma réalité pas juste sur ce que je peux voir dans les médias, sur ce que je peux voir en termes de news, pas juste sur les indicateurs, mais aussi sur qu'est-ce que je constate autour de moi, qu'est-ce que les gens avec lesquels je parle me disent. Faut pas oublier que la réalité, ça reste quand même ce que l'on vit au quotidien, quoi. Donc l'intelligence, c'est dans la nuance, comme toujours. C'est pas tout ou rien.
c'est ok de prendre des deux, de faire un juste mélange des choses et de faire, voilà, de se tirer un avis de différentes sources d'informations. Et enfin, voilà, mon sentiment c'est, je me dis, ok, est-ce qu'on n'aurait pas un super cycle Bitcoin? Alors je sais, c'est aussi une question que je me posais lors du dernier cycle 2020-2021. C'était, je me rappelle, début d'année 2022, je me disais, est-ce que là, on serait pas sur une correction avant qu'en final ça reparte parce que on a quand même des choses qui ont changé sur le marché, on a plus d'adoption et on aurait en fin de compte maintenant que les cryptos sont installés un peu plus dans l'écosystème, notamment au niveau des institutionnels. Bon ben une correction moins importante et que ça reparte, ben, en fait voilà, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc je mets dans un coin de ma tête la possibilité du super cycle, ce qui vient aussi moi rehausser le potentiel de hausse du Bitcoin. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai en haut à droite d'ailleurs, qui reste pour moi valide, mais j'en étais arrivé à la conclusion d'un Bitcoin, target Bitcoin, me semble réaliste, raisonnable à 110 000 $ pour un top sur ce site. Sachant que, je l'ai encore partagé la semaine dernière, moi j'enlève 80%, j'enlève 20% de ça pour tomber à 80% et je fais mes prévisions de prise de valeur de mon portefeuille par rapport à autour de 88 000 $ en fait. Vu là ce que je constate, ce que je vois, ce que je vous partage, je dis que ça peut quand même pousser plus haut, voire beaucoup plus haut. Voilà. Alors, je fais attention, il y a quand même un petit sentiment d'euphorie en ce moment, justement par rapport à tout ce que je suis en train de vous évoquer. Et il faut faire très attention à cette fois c'est différent. Donc voilà, cette fois c'est différent parce que voilà, il faut faire gaffe à ça. Je fais gaffe aussi à ça parce que ça vient nourrir forcément un côté avidité. Ben oui, j'en veux plus, je veux gagner plus, bien sûr. Donc je me méfie là-dessus de moi-même en fait et je le prends quand même en considération, sachant qu'il y a quand même pas mal d'éléments factuels que j'estime factuels qui me font dire que putain, on a vraiment là des dispositions pour une hausse sur les mois qui viennent, trimestres qui viennent, assez dingue, en tout cas du côté là vraiment du Bitcoin. Et en toute logique, et là on va y venir à ce point, alt season ou pas? Potentiellement aussi du côté des alts. Alors, alt season ou pas? Ok. Hier, on s'est posé cette question avec les membres de ma commu en disant, bah ok, on échangeait sur ok, comment on était exposé chacun en termes de pourcentage de notre portefeuille sur le Bitcoin, le TH, les deux majors, et les alts, et puis on échangeait aussi sur quel alt. Il y en a certains, je pense à Alexandre d'ailleurs, qui sont en mode chasse, quoi, en termes de pépites, en termes de airdrop. Puis il y a des personnes plutôt comme moi, où bon, ben voilà, on est arrivé à des niveaux dans nos vies où on n'a pas envie de prendre du temps pour aller chasser comme ça des pépites ou des airdrops. On se posait donc cette question de est-ce qu'on va avoir une alt season comme on les a connues précédemment? Alors, moi, la chose que j'ai notée, c'est que là aujourd'hui, habituellement sur les précédents cycles, ce que l'on avait, c'était ok, hausse du Bitcoin. À un moment donné, les gens prenaient leur profit sur le Bitcoin et allaient sur les alts. Parce qu'il y a une espèce là aussi, d'un cycle dans le cycle qui s'est positionné, qui s'est fait. On a plutôt tendance le Bitcoin qui pousse, puis ensuite l'ETH, et puis ETH après des alts avec là aussi à l'intérieur des différents domaines des alts, des domaines qui vont pousser, la DeFi, les NFT, toute la thématique gaming, voilà. On a des effets comme ça de cyclicité à l'intérieur sur les différents domaines des alts. Puis l'IA aussi, donc cette année. En tout cas, c'est ce que beaucoup anticipent. On verra si c'est vrai. Il faut aussi se méfier quand trop de monde anticipe. Si ça se trouve, en fin de compte, l'anticipation est déjà pricée. Mais comme on a encore pas mal de réserves du côté du retail, je me dis que ces gens-là, ils vont arriver, et comme on parle pas mal de l'IA, il se passe réellement des choses phénoménales, avec notamment OpenAI qui a sorti là, son générateur de vidéos, c'est juste dingue. Bon, voilà, on a de quoi nourrir, c'est des trucs qui sont visibles du côté quand même du retail, en tout cas pour toute une partie, pour la totalité, hein, pour au moins une partie, en tout cas l'IA, on en parle, et
là, avec les nouveaux entrants, la thématique, le narratif IA, bon, il a des chances quand même de venir booster dans le domaine de la crypto. Donc, pour en revenir à cette histoire de liquidité, on avait dans les cycles précédents Bitcoin, hop, et ensuite ça ruisselle ETH, et puis et sur les alts aussi, parce que les gens prennent des profits sur le Bitcoin et réallouent. La problématique que je vois là avec les ETF, c'est que on a toute une partie de la liquidité entrante qui vient des ETF. Les gens, les typologies de personnes morales qui ont accès aux ETF n'ont pas forcément du coup accès aux alts. Alors c'est là où l'histoire en fin de compte des ETF, ETH ou autres est particulièrement intéressante. Et c'est pour ça que je reste quand même positionné aujourd'hui sur l'ETH, même si vous regardez l'ETH BTC, c'est quand même pas extraordinaire. Hein. C'est pas très beau. Voilà. Ouf. Alors attendez, il faut que... Voilà. ETH BTC, bon bah vous voyez, j'ai mis cette droite de tendance baissière et alors on avait fait un faux breakout, et on a réintégré, on est encore en dessous. Et ça le travaille. Donc c'est aussi la raison pour laquelle moi je me suis positionné ces dernières semaines. J'ai réalloué, j'ai augmenté mon exposition ETH. Ça travaille quand même bien cette zone et bah, à mon sens, vu le niveau de stacking sur l'ETH, je crois qu'on est à 25% de la supply. Ce qui est en train de se passer au niveau... On en parlait aussi hier dans le point crypto. On a quelqu'un... David, salut à toi si tu es là. Quelqu'un qui a une expertise dans tout ce qui est défi, extrêmement pointu parce que il y alloue pas mal de fonds et qui fait pas mal d'argent là-dessus. Il nous expliquait en fait à quel point là, c'est ce qui est en train de se passer sur la capacité de mettre en stacking de l'ETH, ensuite de le réexploiter autrement, etc. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement positif du côté pour l'ETH. Plus le potentiel ETF sur celui-ci qui pourrait provoquer... une belle hausse en termes d'effet news, plus potentiellement, si on a le même genre de choses qu'avec le Bitcoin, faire grossir en fait la valeur de l'ETH de manière assez prépondérante. Donc voilà, le côté, là on a des liquidités qui rentrent dans les ETF Bitcoin. Ensuite, le problème, c'est que pour se dispatcher dans les alts, vu que c'est dans les ETF, et que ça reste dans le domaine de la finance tradi, c'est plus compliqué. Donc, que ça aille se dispatcher dans des ETF alt comme l'ETF ETH, ça c'est intéressant. Donc d'où ce que j'évoquais sur le potentiel de hausse qui reste présent au niveau de l'ETH. Et ensuite, alors au niveau des autres alt, alors est-ce qu'il y aura un ETF XRP par exemple, un ETF Sol? On verra dans les trimestres à venir. J'ai pas creusé là-dessus. Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été déposées sur ces sujets? Ce sera intéressant, j'irai le faire. Mais d'où la question de la alt season. Ok, s'il y a moins cet effet du côté de liquidité qui se débloque du Bitcoin pour se réallouer ensuite dans les alts, parce que en fait il y a cette barrière au niveau de la finance tradi, parce que la liquidité dans les ETF est dans le domaine de la finance traditionnelle. Voilà. Est-ce qu'on va avoir vraiment une alt season comme on a eu? Alors ça, c'est sans oublier aussi tout le retail, qui est pour le moment la masse encore plutôt en dehors du marché et qui peut venir nourrir tout ça. Et où on aura un effet psychologique classique où ils vont être arrivés à rester en retard sur le Bitcoin en disant « Ah ouais, mais il est déjà haut, donc je vais aller sur les alts. » Et en fait, c'est la prophétie auto-réalisatrice. Deux questions importantes, moi que j'aime bien me poser, notamment pour le côté cette fois c'est différent. Ok. Est-ce que la psychologie humaine a changé? Si vous avez lu Mémoire d'un spéculateur, qui a un bouquin qui a plus d'un siècle, et en fait, ce dont il nous parle dedans reste valable aujourd'hui. Est-ce que la psychologie humaine a changé? Je vous laisse faire votre réponse. Deuxième question, est-ce que les conditions de marché sont fondamentalement différentes? Le mot fondamentalement est important. Je fais une partie de la réponse. Oui, les ETF viennent changer des choses, je l'ai évoqué juste avant. Après, pour tout le reste, voilà, je vous laisse répondre à la question. Ok, les risques. Les risques aujourd'hui sur le marché crypto. Bon, il y a toujours un aspect risque-régulation qui reste présent. Surtout avec les élections à venir, ça induit une certaine incertitude sur les décisions qui pourraient être prises du côté
des États-Unis avec le nouveau gouvernement. Néanmoins, bon, je pense que ça ne sera pas leur priorité de venir réguler les cryptos, sauf s'ils ont fait un narratif, un argument de campagne, ce qui m'étonnerait aussi. Donc, le risque de la régulation, sachant que maintenant, c'est quand même rentré dans la finance tradie, il y a une consécration du Bitcoin. Bon, pour moi, il s'est quand même vachement réduit. Risque 2, signe noir, catastrophe. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver et bon, si ça arrive, ça ne va pas impacter seulement la crypto, mais ça impactera la crypto. D'accord. Dans le cas où il y a un risque où, comme j'appelle, j'aime bien les appeler, un risque en angle mort, il y a peut-être des trucs auxquels je pense même pas, hein, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qui me semblerait comme une perte réaliste sur le portefeuille tel qu'il est aujourd'hui? Je pense que de tabler sur un moins 60%, voire même, moins 70%, c'est quelque chose qui est possible. Alors bien sûr, ça peut aller à 0,0 si jamais il se passe un truc qui est vraiment ultra cataclysmique, une éruption solaire, etc. Mais de toute façon, là, à ce moment-là, bon, mon portefeuille crypto, ça sera le cadet de mes soucis, quoi. Donc voilà, en termes de risque, je me dis qu'au final, est-ce que de toute l'histoire des cryptos, on n'est pas à nouveau là sur le moment le moins risqué en termes de disposition globale, en termes d'environnement global? Voilà. Donc, je me suis remis en question sur mon niveau d'exposition, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai un niveau d'exposition où je suis à 5% de mon patrimoine net. Et je dois avouer qu'un des trucs qui m'a fait réfléchir, c'est que, à la fois avec les échanges d'hier, et puis aussi, j'ai vu des membres de ma communauté, on a fait un moment coworking ici à Maurice lundi. Et il y en a certains que j'estime, je sais qu'ils sont intelligents, qu'ils ont bien performé, qui performent bien sur ce marché, même mieux que moi, qui sont beaucoup plus exposés que moi. J'en connais un d'ailleurs qui a 50% de son patrimoine net. J'en connais un autre d'ailleurs avec lequel Jeff, c'est par là, il m'a dit qu'il a 70% de son patrimoine net. Donc, je me remets en question. Je me dis, ok, est-ce que en fin de compte, tu te l'es pas joué petit kiki en quelque sorte, quoi? Et est-ce que tu n'es pas sous-exposé? Est-ce que tu pourrais pas te permettre de plus t'exposer? Voilà, peut-être montrer à 8%, 10%. Donc vraiment, je remets en cause ça. Alors, pourquoi? Avidité. Hein. Le truc, c'est que je suis pas dans la même problématique que dans laquelle j'étais en octobre-novembre 2020 où j'ai pris ma décision, où j'en parle d'ailleurs dans mon bouquin, encore une fois. Vous avez le lien en description où je vous offre le premier chapitre et le lien vers Amazon pour l'acheter. Et donc j'explique tout mon parcours dans la crypto, les réflexions, les décisions, les problématiques auxquelles j'ai été confronté et où voilà, jusqu'à maintenant j'ai eu une critique négative sur ce livre. Voilà, aujourd'hui c'est pas un aspect où ça va pas littéralement changer ma vie comme ça l'a fait au préalable. Ça va pas être life changer. Donc il n'y a pas un aspect salvateur, on va dire. C'est de la pure avidité. Voilà. Avidité, et puis aussi, j'ai une target qui est élevée de 100 millions pour 60 ans. Et le truc, c'est qu'il faut aussi que je mette les actions. Pour pouvoir, il ne faut pas juste que ça soit dans... Voilà, juste, j'aimerais bien arriver à 100 millions. Non, il faut mettre des choses concrètes pour y arriver, quoi. Sinon, ça ne va pas se faire par magie, par la pensée magique, en mode projection, l'univers va me l'amener à moi. Donc, ok, pour arriver à un niveau de patrimoine comme celui-ci, potentiellement, il y a peut-être encore des paris spéculatifs qu'il faut que je prenne avec une asymétrie risque-rendement maximale. Donc, il y a de l'avidité, clairement, mais aussi une logique par rapport à mes objectifs long terme. Donc, est-ce que je dois m'exposer maintenant davantage? Bon, on est quand même sur un niveau de RSI élevé, ça a quand même poussé assez fort. Là, on le voit, il y a une latéralisation, ça a ralenti. D'une manière générale, il y a quand même pas mal d'euphorie. Hein. Je constate quand même de l'euphorie, même si ça reste plutôt sur les initiés. Donc maintenant, là, à l'instant T, au vendredi 16 février, je me dis que ce serait une connerie de le faire maintenant. Donc, j'attends une potentielle correction. Vu que j'ai encore de la réserve, ça serait d'augmenter la cartouche de recherche potentielle. Sans non plus, moi l'objectif c'est de mettre en danger la qualité de vie et la liberté, c'est le plus important pour moi, ma liberté et celle de ma famille aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envisagé
il y a de ça maintenant 1 an et demi, 2 ans, de me dire ok, jusqu'à combien je monte en pourcentage de patrimoine, 50% hors de question. Je ne me sentirais pas du tout à l'aise avec ça. Mais 10%, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si là, à l'instant T, au moment où je vous parle, de monter jusqu'à 10%, franchement, je me dis, je perds 60-70%, ça me ferait vraiment, vraiment chier, quoi. Donc voilà, peut-être 8%, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, là, je suis à 90% de la prise de décision de, ok, je vais augmenter mon niveau d'exposition tel qu'il était prévu, par rapport à ce qui était prévu, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et puis voilà, comme je disais, je pense que de plus en plus, je pense que on a un ATH qui peut être plus élevé que 110 000 $. Mais on va voir comment évolue le marché. Et comme toujours, il ne faut pas rester sur une position. Il faut la challenger en permanence. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais quand j'ai des décisions importantes à prendre comme ça. Je ne les prends pas comme ça en claquement de doigts. Je réfléchis dessus. Je m'en éloigne, je reviens dessus. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Même si là, aujourd'hui, je vous l'ai dit à 90%, ça me paraît cohérent de m'exposer de manière plus importante. Bon, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai déjà dit. Petite sélection IA que j'ai faite donc dimanche dernier. Je me suis posé, je me suis dit, ok, la thématique IA concrètement par rapport à ce que je vois en termes d'actualité en dehors de la crypto, hein, je me dis, il y a un narratif à jouer, il y a des choses qui bougent, c'est intéressant. On a eu une première phase de hype où tout le monde en parlait l'année dernière, puis c'est du coup retombé, c'est resté auprès des initiés. Moi, je suis d'ailleurs dans un mastermind IA où il y a des partages particulièrement intéressants. D'ailleurs, si ça vous intéresse de le rejoindre, alors c'est du high ticket, hein, je vous le dis, pour pouvoir le rejoindre, c'est assez cher. Vous avez, mais vous contactez-moi, voilà, vous rejoignez le Discord, vous mettez sur Telegram, vous envoyez un petit message pour dire ah Cédric, je veux te contacter. Vous envoyez vous pouvez m'envoyer aussi un message sur LinkedIn. Voilà, si de rejoindre ce mastermind, il y a des gens d'assez haut niveau dedans et des partages vraiment de qualité avec des entrepreneurs qui l'utilisent, les outils IA dans leur business pour performer plus, pour faire plus de thunes. Et voilà, ma sélection, la GIX, le Render, le FET et la KT. Et puis donc le TADA, où en fait c'est le projet donc, des frères Simonin, notamment Asher, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est lié aussi à la thématique IA, vu que ils offrent en fait une infrastructure pour fournir de la donnée de qualité à tous les services IA qui ont besoin de cette donnée de qualité pour pouvoir générer des outils qui soient efficients, performants, qui fonctionnent bien. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que ça va nourrir vos réflexions. Je vous invite à, si vous avez des questionnements, si vous voulez partager des choses, mettre encore une fois dans le commentaire. Je regarde tous les commentaires, j'y réponds quand ça me paraît cohérent. Je vous invite à en mettre des constructifs, hein, parce que les gens qui sont en mode agressif ou les débilos, ils sont blacklistés directement. Et à nouveau, voilà, webinaire, je vous rappelle, hein, le webinaire, donc semaine prochaine, lien en description pour pouvoir vous inscrire. Où vraiment je vais partager des choses que je n'ai pas partagées sur ma chaîne YouTube, notamment mes meilleurs et mes pires investissements. Voilà. Il y a certains trucs que j'ai partagés sur YouTube, effectivement, mais d'autres, ça n'a pas toujours été le cas. Et surtout les leçons associées. Ça, c'est ultra important. Avec des choses qui peuvent vous éviter, soit un coup d'opportunité important, soit de perdre de l'argent. Voilà. Et écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine fois, je vais... alors, ça fait un moment que je l'ai en attente. Mais une vidéo sur mes réussites échecs sur 2023. En mode même chose où je partage des leçons, des choses qui sont vraiment utiles. Pas une vidéo en mode auto-branlette. Regardez tout ce que j'ai fait, c'est génial. C'est pas l'objectif. Ça va être plus en mode ok, voilà ce que j'avais prévu. Il y a certaines choses d'ailleurs que je n'ai pas accompli. Voilà pourquoi je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas accompli. Voilà ce que j'ai réussi, voilà ce que j'ai échoué et les leçons que j'en ai tirées. Et puis peut-être aussi parler de mes objectifs pour 2024. D'ailleurs, vous savez quoi? Si c'est un truc qui vous intéresse pour motiver, on va dire, d'autant plus à la faire, mettez-le en commentaire. J'avais posé la question sur mon canal Telegram.
Ça en a intéressé certains. Je sais que traditionnellement, les gens qui créent du contenu le font plutôt début janvier. Bah rien à foutre, moi ça va être courant février et puis c'est tout. A très bientôt, inscrivez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos.